Si, ça y est, c'est commencé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'être si nombreuses et si nombreux à nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous 30 minutes avec, notre rendez-vous mensuel où nous donnons la parole à un intervenant pendant 30 minutes qui se suivent de 30 minutes de réponses aux questions que vous poserez au fur et à mesure de son intervention. Nous sommes ravis et je remercie encore Oriane Costini d'avoir accepté cette invitation. Oriane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes neuropsychologue, psychologue spécialisé en neuropsychologie, pardon, c'est comme ça que vous vous présentez, docteur en psychologie. Vous avez fait votre thèse sous les directions du professeur Le Gall, il me semble, Oui. sur les atypies du développement moteur dans une approche neuropsychologique, me semble-t-il. Aujourd'hui, vous êtes rattaché au centre hospitalier Lanval à Nice, centre référent des troubles des apprentissages, et vous êtes également membre du laboratoire d'intégration de neurosciences intégrative de l'Université Paris-Cité. Ce soir, vous allez nous parler euh, de l'importance des fonctions exécutives dans l'évaluation des enfants et des adultes avec troubles du développement des coordinations. On vous remercie d'avoir accepté. Il y a beaucoup de succès, on a beaucoup d'inscrits sur cette intervention. Je vous donne la parole. Vous pouvez vous représenter si vous le souhaitez. Merci encore. Ah, et je rappelle une dernière chose, pardon, excusez-moi, au public, vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure de l'intervention de Madame Costini dans le fil de discussion pour que ces questions, nous puissions lui poser ensuite pendant nos 30 minutes de discussion. Voilà, je m'arrête maintenant. Merci encore, Oriane, c'est à vous. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir pour parler de ce sujet. Donc, merci à toute l'équipe d'Octopus Formation de m'avoir convié. Donc, comme le titre l'indique, aujourd'hui, mon intervention va être centrée sur la question du trouble développemental de la coordination et les troubles des fonctions exécutives. Avec ce titre très imagé, mais je pense très parlant, qui a été proposé par l'équipe, à savoir, y a-t-il un pilote dans l'avion? Donc, pour aborder cette question, avant de rentrer un petit peu dans le vif, je veux juste resituer rapidement le sujet de la discussion, qui est le trouble développemental de la coordination. Le trouble développemental de la coordination, c'est un trouble neurodéveloppemental qui est finalement diagnostiqué avec l'appellation qui a été proposée par le DSM-5, qui figure dans la catégorie des troubles neurodéveloppementaux et dans la sous-catégorie des troubles moteurs. Donc, comme il est proposé par le DSM-5 et comme tous les autres diagnostics de troubles neurodéveloppementaux, le TDC est diagnostiqué sur la base de différents critères qui sont précisés comme suit. Donc, je ne vais pas forcément être exhaustive, mais comme la majorité des troubles qui figurent dans ce manuel, il faut d'abord, en premier critère, pouvoir s'assurer, prouver que l'acquisition et l'exécution de bonnes compétences de coordination motrice soient nettement en dessous de ce qu'on attend compte tenu de l'âge de l'enfant et de ses opportunités d'apprendre. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir objectiver qu'il existe un déficit ou une perturbation significative au niveau de la coordination motrice. Une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on puisse aussi attester que cette perturbation motrice que l'on a objectivée le plus souvent sur la base de tests standardisés interfère significativement avec le quotidien de l'enfant, que ce soit dans ses activités de la vie de tous les jours et avec ses activités scolaires ou pour les plus grands, pré-professionnels ou professionnels, mais aussi dans les loisirs et dans les jeux. Donc en fait, il ne faut pas simplement objectiver une moindre performance sur un test, il faut aussi que ça se retrouve et que ça fasse écho à une plainte dans la vie de tous les jours. Il y a eu deux nouveautés finalement avec l'actualisation récente des critères du DSM, puisque la version 5 a amené des changements substantiels dans les critères diagnostiques du TDC, outre le fait qu'on a changé d'appellation, puisqu'avant c'était TAC, mais donc là maintenant TDC. Donc les deux grandes nouveautés, les deux grands points de changement, c'est qu'on vous demande de vérifier également pour énoncer le diagnostic de TDC, que le début des symptômes, donc c'est-à-dire le début des perturbations motrices, apparaît dans la période précoce du développement. Donc, ça veut dire que c'est apparu dans la jeune enfance et c'est pas quelque chose qui est apparu soudainement comme ça au moment où on a testé l'enfant. C'est vraiment quelque chose qui perdure et qui est présent depuis longtemps. Mais aussi, il y a eu des changements importants qui ont été faits au niveau des critères d'exclusion, puisque, comme toujours, on vous demande de vérifier que les troubles moteurs ne sont pas mieux expliqués par autre chose et notamment par un handicap intellectuel, mais pas mieux expliqués non plus par une déficience visuelle et ne sont pas imputable à une affection neurologique motrice. Donc voilà les critères que l'on doit remplir pour pouvoir évoquer le diagnostic de TDC.
Bien évidemment, même si ces critères semblent assez précis, ils sont malgré tout limités à différents points. Et le principal point, c'est que finalement, quand on cherche à creuser un peu, on se rend compte que les compétences de coordination motrice, ça renvoie malgré tout à des processus très opaques. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a en dessous. Et notamment, du coup, c'est une référence qui date un peu, mais que je trouve qui m'a toujours percutée et qui finalement est toujours valable. C'est-à-dire que Wilson, c'est un auteur australien qui est extrêmement productif dans le champ du TDC, c'est, on va dire, un des auteurs phares, qui a marqué dans un de ses articles que les tests communément utilisés pour évaluer et donc diagnostiquer le TDC tendent à ne se baser sur aucune définition stricte de la coordination, mais plutôt sur le postulat implicite que ça existe et que ça peut être mesuré. Donc ça vous montre bien quand même qu'on a un diagnostic qui est fondé sur un terme, la coordination motrice, et que quand on creuse un peu, opérationnaliser ça, savoir c'est quoi ça, la coordination motrice, c'est pas si évident que ça, et du coup savoir quels outils sont pertinents, ça peut être aussi plus compliqué. Donc au-delà de cette notion de définition même de la coordination, il y a aussi l'idée des critères quantitatifs que l'on va se fixer pour dire que oui ou non c'est déficitaire. Et c'est que selon les recommandations, ça peut varier du rang percentile 5 au rang percentile 15. Alors là, vous me direz, c'est de la statistique, certes, mais ça a son importance dans la recherche parce que finalement, ça va conditionner un petit peu la finesse dans l'inclusion que l'on va faire ou pas des patients dans les cohortes, mais aussi dans la clinique, parce qu'on comprend bien que plus on prend un seuil de significativité qui est large, plus on ouvre la voie à des diagnostics potentiellement des faux positifs. Et à l'inverse, si on restreint trop, on peut faire des faux négatifs. Donc, il faut trouver le bon ratio. Et ensuite, la limite que je voudrais quand même souligner, c'est que la nouveauté dans le DSM, c'est que finalement, dans les critères d'exclusion, comme d'autres troubles, alors qu'avant, le trouble du spectre autistique figurait comme un critère d'exclusion au TDC, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, ça se discute. Ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais en tout cas, il faut le savoir parce que ça veut dire que dans toutes les cohortes et toutes les populations qui vont être dans les études qui seront postérieures aux nouveaux critères du DSM, potentiellement, les études impliqueront ou incluront des TDC qui, en fait, sont par ailleurs TSA et que les études ne le mentionnent pas toujours. Ensuite, il faut aussi savoir qu'on vous dit qu'un des critères d'exclusion, c'est la présence d'une déficience visuelle. Alors, s'il est évident qu'une déficience visuelle type cécité périphérique ou une atteinte visuelle périphérique qui ferait que c'est un enfant qui est considéré comme déficient visuel, oui, c'est facile à opérationnaliser, on sait qu'il y a des atteintes visuelles d'origine centrale, rétrochiasmatiques, qui provoquent des altérations visuelles qui sont tout autant, voire parfois plus invalidantes. Et du coup, l'idée que je pose, la question que je pose, c'est où est-ce qu'on met le curseur? Parce que si on parle de troubles neurovisuels, en fait, on peut aller de quelque chose de très restreint, qui serait une atteinte du champ visuel, à quelque chose de plus large. Et du coup, si on élargit, où est-ce qu'on place le curseur pour dire que là, c'est une exclusion diagnostique et là, c'en est plus une? Et c'est d'autant plus intéressant que je n'aborderai pas ça non plus aujourd'hui, mais l'une des hypothèses qui est proposée pour expliquer le TDC, c'est un trouble visuospatial. Mais bon, ça, c'est quelque chose que je voulais juste porter à votre connaissance. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'objet de ma discussion aujourd'hui, l'objet de notre présentation, qui est le TDC, il faut savoir que c'est un diagnostic qui finalement est très tributaire des outils qu'on choisit, puisqu'en fait, ça dépend, le test qu'on va prendre va déterminer un peu les symptômes que l'on va observer, et que du coup, c'est pas étonnant, vu toutes les limites que je vous pose, que la principale caractéristique sur laquelle tout le monde est d'accord concernant le TDC, c'est que c'est un trouble très hétérogène. Enfin, pour poser un petit peu les jalons de ma réflexion, je voulais vous rappeler aussi que le diagnostic du DSM et tous les diagnostics du DSM, tels que c'est bien mentionné dans le manuel, ne présuppose en rien de l'étiologie ou de la cause des perturbations. Autrement dit, de façon un petit peu triviale, on a des symptômes qu'on va opérationnaliser ou pas à l'appui de critères diagnostiques tels que formalisés par le DSM, qui vont permettre ou pas de poser un diagnostic clinique. Mais quand on a fait ça, on a fait la moitié du chemin, puisqu'il nous reste ensuite à déterminer, du coup, ce syndrome, ce tableau clinique que l'on a objectivé au moyen du DSM, qu'est-ce qu'il l'explique? Et du coup, si on a ça en tête, à savoir que finalement, le diagnostic du DSM n'est un diagnostic qui n'est ni spécifique, ni théorique, ça veut dire qu'en fait, on ne parle pas de troubles primaires quand on fait du DSM, on comprend bien, du coup, on est moins surpris de se rendre compte que quand on s'intéresse aux hypothèses étiologiques du TDC, ça veut dire qu'est-ce qui cause le TDC, on trouve des hypothèses qui varient d'un trouble visuospatial à des troubles plus restreints sur la sphère motrice, à des troubles des fonctions exécutives qui sont l'objet de ma présentation.
puisque finalement, effectivement, le trouble des fonctions exécutives figure aujourd'hui parmi les hypothèses les plus déployées concernant le TDC pour expliquer finalement l'origine de ce TDC. Pourquoi on a pensé aux troubles des fonctions exécutives? Tout simplement parce que les fonctions exécutives sont des fonctions transversales qui ont une fonction de contrôle et qui du coup peuvent se répercuter sur un ensemble de fonctions, un ensemble de compétences. Les enfants avec TDC sont très hétérogènes dans leur présentation clinique, mais souvent, dans la plainte, on retrouve des difficultés d'organisation dans les activités, dans les séquences gestuelles et dans la gestion des objets du quotidien. Donc c'est vrai qu'en termes de sémiologie, les symptômes sont très proches d'une sémiologie de troubles exécutifs. Et puis en plus, pour nous arranger également, on se rend compte quand même qu'il y a une proximité neuroanatomique indiscutable entre les réseaux impliqués dans les fonctions exécutives et les réseaux impliqués dans la motricité. Donc c'est tout naturellement que de nombreuses études se sont réalisées depuis les 10 dernières années sur la question de savoir est-ce que les enfants qui répondent au diagnostic de TDC présentent ou pas des perturbations au niveau des processus exécutifs. Donc, je ne vais pas reprendre l'ensemble des études, ce serait bien trop important pour juste tenir en 30 minutes, chose qui va déjà être difficile, mais je peux vous montrer ce tableau. Donc, juste attirer votre attention sur différentes choses. La première, c'est que je vous ai mis des petits symboles, des petits yeux ou des petites oreilles pour vous montrer finalement, dans chaque étude, les tâches impliquées pour évaluer les différents processus exécutifs, planification, inhibition, flexibilité, mémoire de travail. Quelles tâches, qu'est-ce qu'ils employaient comme modalité d'entrée? Plutôt un stimulus de nature visuelle ou plutôt un stimulus de nature verbale, auditive. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une très grosse prédominance des stimuli de nature visuelle. Ensuite, on voit aussi que finalement, il y a des processus qui ont été beaucoup plus étudiés que d'autres. Et c'est vrai que finalement, on n'a pas autant d'arguments pour tous les processus exécutifs. Ensuite, deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est que j'ai fait figurer en vert les études pour lesquelles, finalement, la tâche exécutive proposée, excusez-moi pour ce petit problème, voilà, hop, je reprends tout de suite ma présentation. Voilà. Hop. Voilà. Donc, en vert, ce sont les tâches exécutives pour lesquelles, finalement, les tâches proposées sont de nature verbale. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas du tout d'implication de la composante motrice. Et donc, vous voyez, quand vous regardez mon tableau, qu'il y a très peu de tâches qui sont de nature verbale. Dit autrement, la majorité des tâches proposées pour évaluer les fonctions exécutives chez les enfants avec TDC ont impliqué à minima une réponse motrice. Quand je dis à minima, c'est que ça peut aller du simple fait de cliquer sur une souris jusqu'à quelque chose de plus complexe, c'est-à-dire faire un geste ou écrire ou impliquer une activité graphique. D'ailleurs, ce sont les études qui sont en gras, ce sont celles pour lesquelles je pense que la participation motrice est la plus importante. Donc, ce que l'on voit, c'est que finalement, il y a beaucoup d'arguments qui tendent à vous dire que oui, les enfants avec TDC présentent des performances inférieures à celles des enfants au développement typique sur de nombreuses composantes exécutives. Les principales données convergent plutôt vers des perturbations des processus d'inhibition et en mémoire de travail, mais visio-spatiale, puisque la plupart du temps, toutes les tâches verbales sont préservées. Les points d'alerte quand même, c'est que parfois, on a des résultats qui sont différents sur un même subtest. Par exemple, il y a des fois où pour la planification, où les TDC montrent des moindres performances sur une tâche de tour de Hanoï, alors que dans une autre étude, la même tâche est préservée. Après, il y a des fois où on a des résultats qui sont finalement différents, alors que les patients sont issus d'une cohorte similaire. Ça veut dire que, par exemple, Léonard et collaborateurs, ils ont fait une étude, et Bernardi et collaborateurs, ils ont repris une partie des patients de cette étude-là, et ils ont refait les analyses, et ils obtiennent des résultats différents. Donc, là, on a les résultats les plus consistants, je vous l'ai dit, c'est pour l'inhibition, où là, on trouve des perturbations en modalité verbale et non verbale, sur le versant affectif avec des tâches d'inhibition émotionnelle. Et aussi des perturbations en mémoire de travail visio-spatiale. Malgré tout, donc, ce que vous voyez, c'est que les études, les arguments expérimentaux qui sont là pour vous dire, regardez, les enfants TDC ont des difficultés exécutives, finalement, ces études, les résultats sont variables d'une étude à l'autre, en termes de quel processus impliqué et puis quelle modalité. On n'a pas vraiment d'indicateurs écologiques, c'est-à-dire qu'on a très peu de questionnaires qui sont faits pour vérifier qu'en fait, ok, ils sont en échec sur les tâches, mais dans le quotidien, il y a aussi des marqueurs exécutifs, ça, il n'y en a pas. Et puis, il y a des nuances interprétatives à avoir, c'est-à-dire que des fois, on se rend compte que finalement, dans certaines études,
qui se sont attachés à contraster à chaque fois une tâche de planification verbale et une tâche non verbale, une tâche d'inhibition verbale et une tâche non verbale, en fait, les enfants avec TDC ne sont altérés que pour les tâches non verbales. Du coup, là, on peut se poser la question de l'interprétation. Ce n'est pas forcément un problème exécutif, du coup. Si c'est que en modalité non verbale que ça s'exprime, c'est que c'est médiatisé plus par cette modalité que par la variable exécutive que l'on a mis en jeu. Ensuite, l'impact de la comorbidité. Il faut savoir que dans les études épidémiologiques sur le TDC, on vous rapporte jusqu'à 50% de comorbidité avec le TDAH. Et je vous l'ai dit, en plus, maintenant, on va ouvrir la voie aux comorbidités avec le TSA. Donc, probablement qu'on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure le fait d'avoir objectivé un déficit d'inhibition chez les enfants avec TDC, c'est pas surtout la conséquence d'avoir dans le groupe TDC des enfants qui ont en plus un TDAH, sachant que dans cette population TDAH, on sait quand même que les processus d'inhibition sont souvent incriminés. Après, comme autre facteur de discussion, rappelez quand même que les études, certaines études que je vous ai mentionnées, on fait des corrélations et ne trouve pas de corrélation entre les mesures exécutives et les mesures motrices, ce qui laisserait sous-tendre que finalement, si les enfants TDC sont moins performants dans les tâches exécutives, c'est surtout parce que c'est plus complexe. Et enfin, je voudrais aussi attirer votre attention sur la question des analyses statistiques. Il faut quand même rappeler que toutes les études que je vous ai citées sont des études de groupe, c'est-à-dire que l'on a fait des moyennes et qu'on a comparé la moyenne des enfants TDC avec la moyenne des enfants en développement typique. Or, les enfants avec TDC sont des populations fondamentalement hétérogènes. Ça veut dire qu'on a fait des moyennes sur des enfants qui ne se ressemblent probablement pas. Ça, c'est important déjà à avoir en tête. Puisque finalement, ce qui peut se retrouver au niveau d'un groupe ne pourrait peut-être ne pas se retrouver au niveau individuel. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que des fois, il y a certaines des études qui se sont appuyées sur des tâches très proches de ce que l'on utilise en clinique, comme la tour de l'ANEPSI, ou des TMT, ou du Wisconsin. Et en fait, si on regarde un peu leurs données précisément, leurs moyennes, les données en termes chiffres qu'ils nous fournissent dans les études, on se rend compte qu'ils ont objectivé des performances chez les TDC qui sont moins bonnes que chez les enfants au développement typique. Du coup, dans leur conclusion, ils vous disent il y a un déficit d'inhibition. Mais or, si on s'attache à regarder les scores en tant que tels et qu'on transposait ça à notre pratique clinique, on se rend compte que le score brut en tant que tel, nous, on ne l'aurait pas qualifié de déficitaire. Alors oui, le groupe, il est moins performant que les enfants au développement typique, mais pris isolément, les enfants n'ont pas forcément une performance déficitaire au sens où nous, on l'entend, c'est-à-dire en termes d'écart à la moyenne des notes. Donc voilà, aussi avoir une idée, quand on lit une étude, de se dire, c'est une étude de groupe, c'est pas forcément une étude de cas individuel qui est finalement ce qui fait notre clinique. Nous, on fait du cas individuel. Donc voilà, grosso modo, le fait d'identifier un déficit exécutif chez un enfant avec TDC, c'est quelque chose qui amène la discussion qu'on va développer maintenant, mais il faut garder en tête que toutes les études que je vous ai citées, les biais, c'est que c'est très méthode dépendant. En fait, la méthode va beaucoup déterminer les résultats que l'on va observer. Maintenant, je vais m'attaquer à quelque chose d'un peu plus robuste, c'est-à-dire finalement, au-delà des arguments expérimentaux, à quel niveau conceptuel théorique on pourrait aussi réfléchir à une intervention des fonctions exécutives dans le TDC. Alors déjà, il faut savoir que le TDC, une des hypothèses centrales au niveau étiologique, pour savoir qu'est-ce qui sous-tendrait les perturbations motrices, il y a aussi une hypothèse qui porte sur l'hypothèse d'un trouble du contrôle prédictif de l'action. Et ce contrôle prédictif de l'action est sous-tendu par des substrats neuronaux qui sont finalement très proches, encore une fois, de ceux qui sont impliqués également dans le contrôle exécutif. Le trouble du contrôle prédictif de l'action, c'est une difficulté à générer ou utiliser des estimations de la position de son corps au cours d'une action, avant même qu'elle ne soit exécutée et terminée. En gros, c'est être capable d'anticiper les conséquences sensorielles de ce que l'on fait avant que l'action soit terminée. C'est très utile pour planifier et c'est très utile pour corriger en direct, parce que finalement, si on n'a pas cette capacité-là, quand on réalise l'action, le contrôle online va être très tributaire des feedbacks sensorimoteurs, c'est-à-dire des feedbacks réels, qui sont plus lents à arriver et donc plus lents à prendre en compte. Donc ça veut dire qu'on s'ajuste et on s'adapte plus lentement et de façon plus laborieuse. Il y a différents paradigmes expérimentaux qui ont été développés pour tester cette hypothèse d'un trouble du contrôle prédictif, dont l'imagerie motrice, que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais qui sont des tâches finalement de chronométrie, c'est-à-dire qu'on compare la vitesse avec laquelle que l'enfant prend pour simuler une action avec celle qu'il a pour réaliser l'action réellement, ou des tâches de rotation de main,
où on montre à l'enfant des photos de mains coupées dans différentes positions et on lui demande de dire si c'est une main droite ou une main gauche. Ce sont des tâches qui sont pensées pour stimuler, pour mettre en œuvre l'imagerie motrice. Mais là, déjà, on peut se dire qu'il y a une contribution de la mémoire de travail qui est à discuter. Et sachez que c'est un facteur qui est rarement pris en compte dans les analyses. Il y a 2 autres paradigmes que l'on utilise pour tester le trouble du contrôle prédictif de l'action dans le TDC, et je vais vous les expliquer maintenant. Donc déjà, le premier paradigme, c'est des paradigmes qui visent à apprécier le contrôle online rapide, qui du coup met en jeu cette capacité de contrôle prédictif. Les tâches qui sont utilisées communément pour faire ça, c'est la double step reaching. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en gros, l'enfant a le doigt sur une cible qui est lumineuse, et il y a 3 cibles possibles en face de lui, et lorsqu'une cible s'allume, il doit retirer son doigt pour aller toucher le centre de la cible qui vient de s'allumer. Dans une condition, c'est simple, la cible s'allume et l'enfant va la toucher. Et puis, dans une deuxième condition, l'enfant, il y a une cible qui s'allume, il lève son doigt pour aller la toucher, et au moment où il lève son doigt, hop, la cible change, et du coup, elle se déplace. Et l'enfant doit forcément se réajuster pour aller toucher celle qui est désormais allumée, puisque lui, sa consigne, c'est de poser son doigt sur la cible qui est allumée. Et il y a une troisième condition, qui est une phase la plus complexe, où en fait, on a prévenu l'enfant que ce que l'on veut, c'est que lorsqu'il va lever son doigt et devoir toucher une cible lumineuse, si la cible se déplace, il devra aller de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il devra aller toucher le côté opposé de la cible lumineuse. Donc en fait, si vous voulez, en gros, s'il lève son doigt et que la cible se déplace, il doit partir de l'autre côté. Donc vous voyez finalement que ça, c'est une tâche qui déjà d'emblée, la troisième partie, la troisième phase, nous amène directement à questionner l'intervention de l'inhibition. Donc il y a une intervention des processus exécutifs. Les résultats montrent que les enfants avec TDC sont moins performants que les enfants avec développement typique, et ça, plus la tâche est complexe, moins ils sont performants. Donc du coup, c'est qu'on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas finalement la composante exécutive qui vient moduler leur moindre performance. Ce d'autant plus que les études en imagerie ont montré sur ce type de tâche que les enfants TDC avaient des signatures neurales atypiques à la fois dans les systèmes exécutifs et à la fois dans les systèmes moteurs. Donc ça montre bien que les systèmes exécutifs sont engagés dans la tâche. Alors pour répondre à cette question, finalement, pour savoir si c'est juste un trouble d'inhibition ou si vraiment on peut incriminer à la fois le contrôle moteur et à la fois le contrôle exécutif, il y a eu des études qui ont été menées. Je peux juste vous citer qu'une hypothèse qui est intéressante, c'est qu'il a été proposé que finalement, quand on regarde le détail des résultats, on se rend compte que les enfants avec TDC sont plus perturbés que les enfants typiques par la modalité d'inhibition, c'est-à-dire par la variable inhibition. C'est-à-dire que la troisième phase, c'est celle qui les perturbe le plus, et ça les perturbe plus encore qu'un enfant en développement typique. Mais ça, c'est un effet que l'on observe que jusqu'à 10-12 ans. Après 10-12 ans, les enfants TDC sont perturbés de la même façon que les autres enfants. Ça veut dire qu'en fait, ils sont sensibles à l'effet inhibiteur de la même façon que les autres enfants. Donc, il a été proposé que finalement, les enfants avec TDC seraient peut-être soumis à un délai de maturation dans le couplage entre les systèmes de contrôle moteur et les systèmes de contrôle exécutif. C'est complexe, mais concrètement, pour la clinique, moi, ce que ça me pose comme question, c'est de se dire, si on admet cette hypothèse comme étant vraie, ça veut dire que finalement, utiliser l'effet modulatoire des fonctions exécutives pour venir un petit peu compenser les troubles moteurs, ça va être surtout pertinent après 10-12 ans. Puisque avant, le couplage n'a pas atteint le niveau de maturation suffisant par rapport aux attentes de l'âge. Donc, je trouve que c'est une donnée qui est intéressante à avoir en tête lorsque l'on s'intéresse aux méthodes d'intervention utiles pour le TDC. Troisième paradigme, j'ai dit pour le contrôle prédictif de l'action, il y a l'imagerie motrice, il y a celui qu'on vient de voir qui est le contrôle online, et il y a un troisième paradigme qui est les paradigmes qui sont ceux qui s'attachent à observer la planification motrice, puisqu'il a été proposé que les enfants avec TDC auraient un déficit spécifique de la planification motrice. Pourquoi spécifique ? Parce que certains auteurs montrent que les enfants avec TDC sont perturbés dans des tâches de planification motrice, alors qu'ils auraient des résultats conformes aux attentes pour l'âge, ou en tout cas similaires au groupe contrôle, dans des tâches comme la tour de Londres. Et du coup, la différence se trouvant dans le fait que les tâches de planification exécutive engageraient des stratégies de résolution de problèmes et des stratégies attentionnelles beaucoup plus complexes qu'une simple tâche de planification motrice. Alors, c'est quoi une tâche de planification motrice ? C'est ce qui est illustré sur l'écran, par exemple. C'est du transport de bâton. Et en fait, on donne une consigne à l'enfant qui est de placer l'embout de couleur sur un rond ou sur un autre. Et on va regarder
comment l'enfant module la façon dont il va prendre le bâton en fonction de la consigne. Et vous voyez que si on lui demande de mettre l'embout bleu sur le rond noir, la petite fille ne va pas prendre le bâton de la même façon que si on lui demande de mettre l'embout rouge sur le rond blanc. Pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir anticiper les conséquences sensorielles de son action, planifier donc au niveau moteur de façon correcte, pour pouvoir prendre l'objet de façon à ce qu'à la fin, elle réalise l'action avec la posture la plus confortable. Ce qui n'est pas le cas de l'illustration juste en dessous, qui illustrerait une prise inconfortable, c'est-à-dire que finalement, dans l'illustration d'en dessous, l'enfant va aller il va prendre le bâton de la façon la plus intuitive possible, par le dessus, mais finalement, prendre par-dessus, en fonction de comment on vous demande à la fin, quel est l'objectif final, finalement, ça peut vous conduire à avoir une posture inconfortable. Justement, les enfants avec TDC seraient moins performants en type de tâche, c'est-à-dire qu'ils seraient moins capables que les autres enfants d'anticiper les conséquences de leurs actions, et du coup, à la fin, ils auraient souvent plus de postures inconfortables, parce que justement, par défaut d'anticipation motrice. Mais ce que me disent ces études, finalement, ce que me disent ces deux études que je viens de vous mentionner, celle-ci et la diapositive précédente, c'est que oui, il y a des points de discussion, des points d'intrication entre les fonctions motrices et les fonctions exécutives, mais il y a aussi des dissociations. Et qui dit dissociation, dit des manières de les différencier. Et pour nous, au niveau du diagnostic, c'est important. Parce que ça veut dire que, dans certains cas, l'identification de troubles exécutifs va nous permettre de questionner directement le caractère primaire des troubles moteurs. Puisqu'on sait que les fonctions exécutives contribuent aux symptômes moteurs de différentes façons. Dès qu'il y a une contrainte explicite d'ordre, donc par exemple tout ce qui est séquence motrice manuelle, c'est des contraintes exécutives de facto. Toutes les tâches qui demandent des stratégies organisationnelles efficaces, comme des copies de figures complexes, là c'est pareil, ça met directement en jeu des aptitudes de planification qui sont de nature exécutive, que l'on peut contrecarrer avec des dispositifs adaptés. Tout ce qui demande des contraintes d'organisation temporelle et spatiale, donc là, du coup, ordre sériel et en plus des stratégies spatiales. Donc là, par exemple, l'écriture, c'est une activité typique d'organisation temporelle-spatiale, mais aussi d'autres choses qui peuvent les mettre en jeu. Tout ce qui demande un contrôle inhibiteur, et on sait par exemple, grâce à certaines études, que le contrôle postural est une compétence qui est particulièrement sensible au contrôle inhibiteur, à l'intégrité du contrôle inhibiteur, parce que justement, une mauvaise gestion des interférences va affecter la qualité du contrôle postural. Je vous ai mis Movement ABC, je ne peux pas développer tout de suite parce que je n'ai pas le temps de le faire en primo-présentation, mais en tout cas, il y a plein de tâches dans cet outil qui, pareil, peuvent questionner directement l'intervention des fonctions exécutives. Donc, j'ai plus que 2 diapos, j'espère être dans le timing. L'idée de ma présentation, c'est que finalement, quand on se pose la question de troubles des fonctions motrices ou troubles des fonctions exécutives, ou les deux, il faut avoir en tête que s'il est spécifique, le trouble exécutif doit se manifester indépendamment de la modalité d'entrée et de réponse que l'on choisit. Autrement dit, il faut, si on se pose la question, être en mesure de proposer à l'enfant des tâches exécutives qui ne sollicitent pas la composante motrice, parce que sinon, de base, on a une variable confondue. Donc, il faut varier les mesures, varier les modalités, d'autant plus que l'on sait que toutes nos tâches sont multicomposites. Donc, même nos tâches motrices sont multifactorielles par essence. Et si la réponse est oui, si on est en mesure d'identifier chez l'enfant avec TDC un trouble des fonctions exécutives multimodales, et que finalement, on se rend compte par rapport à ce que je vous ai donné comme argument tout à l'heure, que ce trouble-là peut venir perturber la performance motrice, il me semble plus intéressant de remettre le trouble des fonctions exécutives au cœur du diagnostic et de le comprendre comme quelque chose de central dans le profil de l'enfant et qui va s'exprimer sur différentes composantes et notamment dans le registre moteur. Du coup, cette notion vous amène de finalement remettre le trouble exécutif au cœur du diagnostic si l'on peut présupposer que c'est finalement ce trouble-là qui va expliquer les difficultés motrices, c'est finalement venir discuter directement la notion de comorbidité. Puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, avec les diagnostics du DSM, c'est la porte ouverte aux multiples comorbidités. Mais il faut rappeler que normalement, par définition, une comorbidité, c'est quand on est en mesure d'identifier 2 pathologies uniques et distinctes qui ne partagent pas ou n'impliquent pas une causalité stricte. C'est-à-dire qu'elles ne partagent pas la même cause ou il n'y en a pas une qui cause l'autre. Du coup, quid de la comorbidité avec le TDAH, que je vous ai dit qui s'élève jusqu'à 50%, quand on peut objectiver chez un enfant avec TDC des troubles exécutifs qui pourraient être finalement centraux puisque multimodaux.
je décompose mon raisonnement. J'ai un enfant avec TDC, mais je me rends compte qu'il a des troubles exécutifs qui sont présents dans toutes les modalités et pas que motrices. Et en plus, il a une comorbidité de TDAH. Ben, peut-être que finalement, c'est le trouble exécutif qui est central et qui va causer à la fois une sémiologie de TDC et à la fois une sémiologie de TDAH. Donc attention à cette notion de co-occurrence versus causalité qui finalement va être très dépendante des efforts que l'on va engager dans notre démarche clinique pour vraiment faire la différence. Il y a eu des recommandations européennes sur le diagnostic du TDC en 2019 qui sont très complètes et on vous le dit quand même noir sur blanc que ça peut être difficile de faire la part des choses entre TDC et TDAH et que du coup, quand c'est comme ça, s'appuie au maximum sur des évaluations pluridisciplinaires et de tenir compte de cette difficulté à finalement savoir qu'est-ce qui est causal ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc cette notion-là, on vous alerte déjà là-dessus dans les grandes conférences de consensus. Donc les conclusions, c'est que, je vous rappelle juste, donc ça c'est important pour moi, que le diagnostic de DSM-5, c'est fonctionnel, athéorique, ça veut dire que c'est centré sur l'observable, le symptôme. Or, le symptôme n'est pas la cause. Donc lorsqu'on a fait un diagnostic DSM, on a encore tout un travail de recherche d'étiologie à faire. Et ça, c'est très important. Que dans ce travail-là, on doit s'inscrire dans une analyse intégrative, c'est-à-dire une démarche hypothético-déductive pour répondre à cette fameuse question, y a-t-il un pilote dans l'avion ? À savoir qu'on va essayer de trouver, à l'appui de nos référentiels théoriques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on parte à l'aveugle. On va chercher, grâce à des référentiels, à des modèles dont on dispose grâce à nos formations professionnelles, on va faire une hypothèse que l'on va essayer d'éprouver en choisissant des outils que l'on sait que l'on choisit pour une raison et qu'on va interpréter d'une façon aussi qui sera directement mise en relation avec le modèle théorique qui les aura fondés. C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire simple, les tâches, elles ont été fondées sur des modèles théoriques, normalement. Donc, quand on les interprète, on doit se référer à ces modèles théoriques-là. Et les tâches, on les choisit pour une raison. On ne développe pas un éventail de tests juste pour voir. C'est normalement le débrouillage, oui, mais dans une certaine mesure. Parce que sinon, on ouvre l'écueil à quoi? C'est que l'enfant, il va avoir autant de troubles que de tâches passées. Il aura autant de troubles que de tests. Si on ne fait pas l'effort de hiérarchiser notre réflexion et notre interprétation, l'enfant, il peut avoir à la fin autant de troubles que de preuves qui lui ont été proposées. Et à défaut parfois de disposer des outils, parce que vous me direz, ben oui, mais le contrôle prédictif, on n'a pas d'outils en clinique pour l'observer. Je suis d'accord. Mais à défaut d'avoir les outils, on peut se servir des grilles de lecture qu'on a dans les travaux expérimentaux et regarder si par exemple, si l'enfant, il a une posture confortable à la fin. Est-ce qu'il a été capable d'anticiper comment sa main serait placée dans l'action qu'il est en train de mener? Des petites choses comme ça. Et du coup, hiérarchiser nos hypothèses diagnostiques, c'est aussi sortir d'une logique d'accumulation, c'est-à-dire des comorbidités qui s'additionnent les unes derrière les autres. Et mon dernier propos, c'est que tout ça, c'est pas qu'une question de terminologie, c'est pas qu'un petit débat d'appellation diagnostique. Ça va bien au-delà de ça parce que c'est aussi essentiel pour cibler au mieux les propositions thérapeutiques et pédagogiques que l'on va faire aux enfants et à leurs familles. Parce qu'en fonction de ça, on va moduler le choix des méthodes d'intervention parce que sinon, on peut être vite tenté de dire c'est un TDAH, on lui propose ça, c'est un TDC, on lui propose ça. Non, on va réfléchir aux méthodes d'intervention en fonction des troubles que l'on suppose être au cœur de la problématique des difficultés vécues par le patient. Je dis ça pour les fonctions exécutives parce que, par exemple, c'est vrai que dans le TDC, l'une des méthodes les plus préconisées, c'est la méthode coop. Donc, c'est une méthode de goal management training. En gros, goal, plan, do, check. Tu planifies, tu fais et tu vérifies. Ça, c'est une technique qui, chez les enfants avec des troubles très frontaux, ont été montrées comme finalement pas très productives. Ce n'est pas des méthodes qui apportent beaucoup de résultats. Donc, finalement, si on a un TDC dont l'origine est dysexécutive, ce type de méthode, elle n'est pas inutile, mais elle doit être pensée différemment. Donc, vous voyez que finalement, c'est très important. Et aussi parce que si on pense que le trouble est exécutif, il faut savoir que les études montrent que finalement, les activités qui visent le développement physique, émotionnel et social de l'enfant, autrement dit les loisirs, ce sont celles-là qui sont les plus susceptibles d'améliorer le fonctionnement exécutif. Or, quand un enfant multiplie les diagnostics, il multiplie les prises en charge. Et au détriment de quoi? Au détriment de son temps de loisir. Donc, au final, on est contre-productif. J'ai été très rapide dans la fin. Je suis désolée. J'espère que malgré tout, j'aurai été intelligible et compréhensible. Mais nous avons une demi-heure de questions pour préciser tous les points que vous souhaiteriez. Merci beaucoup, Oriane Costini. C'était vraiment
très passionnant, très dense aussi. Il y a énormément de choses. Et puis, votre intervention répond à la question. Ce n'est pas toujours le cas, donc merci beaucoup. Et en plus, elle amène à un ensemble de réflexions sur notre manière de travailler et de poser les diagnostics. Et je pense que d'ailleurs, c'est une question que tout le monde se pose beaucoup en ce moment. La tradition dans notre rendez-vous, c'est que vous pouvez, dans le fil chat, féliciter, si vous le souhaitez, notre oratrice, avec également des émoticônes, si vous le souhaitez. Oriane, vous pouvez le voir. Je vais regarder parce que sinon, je vais avoir mon écran qui va se démultiplier. Je vais faire. Voilà. J'avais dit, voilà, je vais vous mettre ça. Et on n'a pas eu beaucoup de questions en cours de route. En même temps, je dois répondre. Oui, j'occupais beaucoup la parole. Je suis navrée et beaucoup l'espace aussi. Et du coup, non, c'est pas ça, c'est que du coup, moi-même, j'étais très concentré. Donc, je pense qu'il y a aussi cet effet-là, qui fait que pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de questions de poser. Il y en a quelques-unes. J'ai modulé le plus possible mon débit de parole, mais l'effet inhibiteur n'a pas très bien marché. Je suis désolée. C'est un travail à faire et qui sera toujours à poursuivre, je pense, dans mon cas. Je vais peut-être commencer par une question de Nicolas. Alors, on n'a pas les noms de famille, hein, c'est pour ça que je me permets de dire le prénom. Et vous nous direz, Oriane, si vous êtes en mesure de répondre à la question, parce que ça cite précisément les travaux du professeur Vévodouré. Donc, Nicolas qui nous demande est-ce que vous avez une opinion au sujet des travaux de Laurence Vévodouré qui peuvent montrer qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation entre TDC et fonction exécutive dans ses travaux, et que dans ces clusters de TDC qu'elle nomme purs, elle ne retrouve pas forcément ces troubles des fonctions exécutives, mais plutôt des corrélations significatives entre un trouble pyramidal et le trouble exécutif. Est-ce que vous avez un commentaire? C'est une question qui n'est pas évidente, je trouve. En fait, c'est que je n'ai pas tout compris à la fin. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les travaux de Madame Vèvre-Douré, elle fait déjà donc, des cohortes, ce qui est une différence par rapport aux autres études que j'ai citées, parce qu'en fait, elle a essayé de faire l'effort de scinder les groupes de patients. Donc, pour essayer de moins, justement, moyenner des patients très hétérogènes et plutôt faire des petits groupes. Maintenant, le problème, c'est que c'est sur sa dyspraxie pure, c'est difficile parce qu'elle dit que dans mon souvenir, hein, c'était un trouble de planification. En fait, je vais être très sincère, il y avait des notions de troubles de planification et de programmation motrice, mais on n'avait pas une analyse vraiment très fine ou en tout cas discriminante qui nous permettait de savoir qu'est-ce qui était situé au niveau de ce qu'on appellerait la programmation motrice et qu'est-ce qu'on appelait la planification motrice. Mais effectivement, chez ces enfants-là, en tout cas, de mon souvenir, elle n'identifiait pas de trouble exécutif. Pour moi, c'est juste que ça montre une chose, c'est que si on fait l'effort déjà de ne pas moyenner tous les patients, mais d'essayer de réfléchir en termes de cluster, ben effectivement, ça nous permet d'identifier des enfants TDC aux profils différents, et ça va bien dans le sens de mon propos finalement. C'est-à-dire que oui, il y a probablement des enfants qui sont TDC parce qu'ils ont finalement au cœur de leur déficit, de leur trouble, une altération des fonctions motrices, des domaines moteurs, avec juste notamment cette notion de trouble de la planification motrice, qui n'est pas un trouble de planification exécutive, qui est vraiment différencié dans les études. Et ça, effectivement, c'est une voie qui est pertinente, parce que du coup, finalement, c'est un diagnostic de trouble moteur dont l'origine se situerait au niveau de processus qui seraient vraiment spécifiques à la fonction motrice. Et du coup, ça nous invite encore plus à faire la part des choses en se disant, si dans les rares cas où on peut, enfin dans les rares cas, ils ne sont pas si rares finalement, mais dans les cas où on peut identifier que des troubles exécutifs qui dépassent la fonction motrice, mais qui peuvent en tout cas expliquer tout ou partie des symptômes que l'on observe dans la fonction motrice, du coup, ça nous invite encore plus à les différencier. Parce qu'on sait que par ailleurs, il existe des enfants qui ont un profil qui n'est pas des exécutifs et qui ont des altérations motrices. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, les travaux de Vèvre-Douré, moi, je les trouvais intéressants en ce sens-là. C'est qu'ils étaient là, ils renforçaient encore plus l'idée qu'il était hyper important de différencier les enfants en s'attachant à essayer de comprendre pourquoi, d'où venaient les perturbations et de se rendre compte que ce n'étaient pas forcément les mêmes enfants. Et du coup, elle a fait vraiment cette distinction entre pur et justement moins pur. Ce qui sous-tend que ce n'est pas forcément propre à la fonction motrice, du coup, le trouble. Je vais me permettre de poser une question moi-même directement. On a travaillé tous les deux à la Fondation ophtalmologique Rothschild dans les détails Choqueron. Moi, j'en ai tiré un enseignement, peut-être que vous l'aviez déjà avant moi, mais quand j'y ai travaillé, j'ai appris effectivement un message que vous nous avez transmis. C'est que pour bien comprendre l'origine ou l'interprétation d'un test, c'est important de savoir dans quelle modalité on mobilise une fonction. Ça, j'y suis également très sensible, et évidemment d'abord, premièrement, par la question visuelle en ce qui me concerne.
Dans votre présentation, c'est un message qui revient souvent. Vous présentez des tâches, des épreuves, mais qui sont souvent de nature expérimentale. C'est-à-dire que, une question qui m'est venue à la fin de votre présentation, c'est est-ce que vous auriez des conseils d'outils dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a des épreuves, des tests? Vous avez cité la fée, par exemple, mais est-ce qu'il y a d'autres épreuves, peut-être un peu plus confidentielles, que vous connaissez, qui sont accessibles ou pas? Peut-être pas, hein, là, pour le coup. Pour les fonctions exécutives? Oui, pour les fonctions exécutives, pour les fonctions motrices également, quand vous parlez de planification d'action. Non, j'ai pas d'épreuves confidentielles ou accessibles. Pour les fonctions exécutives, bien évidemment, qu'il y a la batterie fée. Moi-même, je suis en train de largement l'éprouver dans ma clinique et je trouve qu'elle est. Alors, c'est pas parce que je connais les auteurs, hein, mais je trouve qu'elle est très contributive et ça m'aide beaucoup parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas dans d'autres tests, en fait, hein, pour tester, par exemple, l'inhibition motrice ou justement varier, faire cet effort de varier les évaluations dans différentes modalités pour chaque processus exécutif. Pour les composantes motrices, malheureusement, non, je n'ai pas de tâches qui seraient pas diffusées, en tout cas qui seraient diffusables malgré tout. Par contre, j'ai comment dire, moi, mes préconisations quand je travaille ou quand on fait des formations avec des collègues, c'est plus de s'inspirer des études, comme je le disais, pour venir se dire, bon, ben, quel signe clinique je vais chercher. C'est plus, voilà, guider ma grille d'observation. Par exemple, je parlais de le contrôle moteur, l'état de confort final. Cette notion d'état de confort final, de pouvoir se dire qu'un enfant, il est capable finalement de moduler sa prise en fonction de la position finale pour essayer de favoriser une préhension la plus confortable à la fin, finalement. Ben, en fait, ça, il y a plein de choses. On peut l'observer, par exemple, dans le Purdue Pegboard, qui est une tâche qui est utilisée, par exemple, pour la dextérité digitale. Mais on peut regarder si, par exemple, l'enfant, il prend la tige d'une façon qui lui permet à la fin de l'insérer avec une posture confortable. Et c'est vrai que depuis que moi, j'ai eu cette grille d'analyse, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des fois où non, ce n'est pas le cas. Pareil, j'en discutais avec ma collègue psychomotricienne tout à l'heure, justement, en préparation des questions pour pouvoir donner un peu des petites billes dans la clinique. Dans le Movement ABC, à partir de la classe 2 et de la classe 3 d'âge, donc ça veut dire pas pour les tout petits, vous avez dans la partie dextérité digitale vraiment des tâches qui font appel à cette capacité d'anticipation. Par exemple, la petite planche où il y a des chevilles qui sont moitié jaunes, moitié rouges, et que vous devez retourner, évidemment, si vous prenez la cheville d'une certaine façon ou d'une autre façon, en fait, la façon dont vous allez prendre la petite cheville dans la planche va déterminer le confort que vous aurez quand vous allez devoir la réinsérer dans le trou d'à côté. J'ai pas d'image parce que du coup, je suis en train de vous parler en direct, mais en gros, l'idée, c'est de vous dire, la façon dont vous allez la prendre va forcément jouer finalement sur la façon dont vous allez pouvoir la réinsérer ensuite dans ce test-là. Ou pareil, quand vous allez prendre une planche pour pouvoir, la petite planche pour pouvoir mettre le lacet à l'intérieur, là, pareil, vous allez pouvoir anticiper ou pas des postures confortables. Enfin, ces paramètres-là, ces petites notions de se dire, est-ce que l'enfant est capable d'anticiper les conséquences de son action au niveau sensoriel, ces signes-là, vous pouvez les repérer dans les tâches motrices. Après, ou à l'inverse, pour les signes exécutifs, de vous dire, est-ce que finalement, par exemple, dans Movement ABC, quand il leur demande de construire un triangle avec des écrous, et des petites planches, ça, c'est une tâche qui est très exécutive, qui est à la base faite pour de la dextérité, qui est marquée comme dextérité digitale, mais c'est une tâche, soi-disant, de dextérité bimanuelle, et ça, c'est très exécutif. Les enfants qui ont des troubles exécutifs sont très gênés sur cette tâche-là. Ou pareil, dans le Purdue Pegboard, la tâche d'assemblage bimanuel, c'est très exécutif. Donc, je veux dire, moi, c'est plus ça. C'est que j'ai pas de tâche sous le chapeau, mais j'ai plutôt une grille d'analyse à proposer, ou en tout cas, je vous incite à essayer de trouver plutôt des marqueurs cliniques qui pourraient vous faire penser à plutôt des exécutifs ou plutôt du moteur. Écoutez, merci. Vous avez donné des conseils et des exemples concrets. Merci beaucoup. Une question de Teva, pardon, que je recherche dans le fil de discussion, excusez-moi, qui nous dit: les différents types de dyspraxie idéatoire constructive utilisés anciennement ne sont-ils pas une meilleure nomenclature pour associer les troubles des fonctions exécutives aux troubles des coordinations? Alors non, pour moi, je suis désolée du coup, c'est vrai que c'est un nom assez catégorique. En fait, le problème, c'est que les dyspraxies idéatoires, idéomotrices, déjà, il faut savoir la nomenclature, même chez l'adulte, parfois, idéatoire, idéomotrice, dans certains cas, ça renvoie à un type de tâche, en gros, imitation de posture ou utilisation d'objet. Et dans d'autres cas, ça renvoie plutôt à un type d'activité. Donc, plutôt, idéatoire, ce serait des choses plus complexes, du type conceptuel, et puis idéomotrice avec une réalisation.
Bref, déjà, on ne sait pas forcément de quoi on parle. Mais surtout, à la base, ce sont des catégories qui sont déjà plus ou moins reflétées chez l'adulte et, euh, et qui font appel à la notion d'engramme, c'est-à-dire de geste appris. Or, finalement, les gestes appris, la notion de connaissance, d'apprentissage gestuel, c'est encore une autre chose. On pourrait se poser la question avec la notion de mémoire procédurale, par exemple. Mais, euh, mais c'est un autre prisme d'analyse. Ça veut dire que les fonctions exécutives, de toute façon, elles interviendraient plus ou moins à différents niveaux. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur prisme de compréhension. Parce que justement, il y a aussi cette idée à un moment donné qui est sortie de dyspraxie exécutive, où en fait, pareil, ce serait un trouble des fonctions exécutives centrales qui sous-tendrait une symptomatologie praxique. Mais là, on a le même écueil, en fait. Donc, je ne dirais pas que c'est un meilleur référentiel parce que je pense qu'on se heurte aux mêmes problématiques. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce que la personne qui a posé cette question, quelle définition elle avait derrière ces dyspraxies-là, en fait. Alors, je ne vais pas répondre à sa place, mais j'ai trouvé la question intéressante dans le sens où finalement, comme vous l'avez dit, on a une nouvelle nomenclature qui est très symptomatologique, très syndromique finalement dans l'approche diagnostique. Et si on en revenait à une façon plus ancienne, on pourrait avoir des sous-divisions finalement. Je pense que, à mon avis, c'est ça le propos. Mais je ne vais pas me faire son porte-parole. Après, le problème des sous-divisions, c'est que les sous-divisions de chez l'adulte, en fait, ils ont eux-mêmes pointé du doigt que la définition des types de praxis, eh ben, en fait, les tests qu'on mettait en face ne correspondaient pas à leur définition. C'est-à-dire qu'en fait, et par exemple, une des définitions, la plupart du temps, quand on parle d'apraxie, c'est un trouble des gestes acquis. Hein. Et en fait, tout ce qui est imitation de posture, ben, en fait, par définition, c'est des gestes nouveaux. Donc, ça ne va pas avec la définition. De gestes appris. Et après, finalement, les notions de apraxie motrice, c'est-à-dire tout ce qui était évalué par du point main-tranche ou des séquences dynamiques gestuelles, ben là, pour le coup, oui, il y a un gros chevauchement avec les fonctions exécutives aussi. Parce que c'est les séries de Luria, par exemple, point main-tranche, c'est aussi des choses qui sont dans la batterie bref chez l'adulte pour évaluer le syndrome exécutif. Donc, oui, je pense que de dissocier différents sous-types, c'est intéressant. Mais par contre, partir sur des nomenclatures très cliniques et finalement qui ne sont pas vraiment sous-tendues par des référentiels théoriques, encore une fois, au sens de processus, hein, j'entends, vraiment par des processus cognitifs, je ne suis pas sûre que ce soit plus aidant, en fait. J'aurais peur que ça transpose le problème dans une autre clinique. Merci à vous. Nicolas, qui a une seconde question qui dépasse le thème de ce soir. J'ai lu un de vos articles, dit-il, s'adressant à vous, où vous cherchez à tester l'utilisation d'objets dans le TDC. Comment isoler les différentes fonctions cérébrales mises en jeu simultanément dans l'utilisation d'un outil? Alors là, l'utilisation d'outils, c'est justement une question très complexe parce que c'est tout un champ conceptuel qui est en plein développement. C'est-à-dire que moi, alors je ne sais pas à quel article vous faites mention, mais dans ma thèse et les articles qui ont été liés, on regardait l'utilisation d'outils justement en référence au modèle ancien de la praxis, c'est-à-dire en fait, on proposait aux enfants de faire des actions comme se préparer un sirop à l'eau ou voilà, des actions de type qu'on appellerait praxidéatoire. Et ça, on avait trouvé les limites, puisque finalement, en gros, on distinguait les processus en fonction des modèles théoriques sous-jacents. C'est-à-dire qu'on supposait que ça impliquait les modalités d'entrée et les systèmes perceptifs qui correspondaient pour reconnaître l'objet. Et que du coup, à partir de la reconnaissance de l'objet, on activait des connaissances sémantiques relatives à cet objet et à son utilisation, et des connaissances sémantiques sur les actions, qu'on avait testées par ailleurs avec d'autres dispositifs, comme de l'appariement pantomime-objet, ou de l'appariement entre une action et l'objet qui y correspond. Qui serait démontré. Et donc, du coup, et à partir de là, on faisait de la soustraction de processus pour voir si finalement, les enfants qui avaient des difficultés dans l'utilisation d'outils, est-ce que c'était parce qu'ils avaient une méconnaissance de cette utilisation? Est-ce qu'ils arrivaient à reconnaître quelqu'un qui mimait l'utilisation pour vraiment tester un petit peu les différents systèmes, les différentes boîtes qui étaient modélisées dans les modèles cognitifs de l'utilisation d'outils au sens apraxique. Mais en fait, l'utilisation d'outils, maintenant, ça ouvre toute la voie à des développements théoriques sur la notion de raisonnement technique en lien avec les capacités à innover et qui font la différence finalement entre l'utilisation et l'usage. C'est-à-dire que l'usage, c'est, on va dire, l'emploi conventionnel d'un objet. On sait comment cet objet s'utilise et on l'utilise de la façon que l'on connaît. Donc finalement, c'est très relié aux sémantiques. On a un usage. Mais on se rend compte chez des patients adultes, par exemple, qu'il peut ne pas réaliser une action, par exemple, comme planter un clou. Il peut ne pas le réaliser selon l'usage, c'est-à-dire ne pas prendre le marteau pour le faire, mais prendre une chaussure très lourde et pour autant arriver à planter son clou. Donc oui, c'est pas l'usage conventionnel, mais c'est une utilisation.
et une utilisation qui a fonctionné puisque le clou est planté. Et donc là, c'est tout un référentiel théorique qui s'ouvre sur cette notion d'utilisation d'outils en lien avec les capacités d'innovation et l'hypothèse du raisonnement technique qui est très vaste, qui est passionnante. Et si vous avez voilà, ça, je ne peux que vous inviter à regarder les travaux de Didier Le Gall, de Christophe Jarry ou de François Ozuriac sur la question, parce que voilà, c'est des choses qui sont en plein essor. Il y a aussi la thèse de Clémence Coiffard qui devrait être réalisée sur le sujet. Mais ça, c'est un domaine vraiment théorique supplémentaire sur lequel je n'ai pas encore réalisé de travaux exhaustifs, mais sur lesquels les Angevins ont déjà pas mal travaillé. Merci. Il y a Sophie qui nous demande si vous pourriez nous parler un petit peu des étiologies des troubles développementaux des coordinations. Oui, alors, les étiologies, en gros, moi, je reprends parce que vraiment, je vous partageais vraiment un sentiment très personnel. Ça veut dire qu'au tout début de mes travaux de thèse, donc c'était en 2010, hein, pour situer quand même les choses, j'étais pleine d'envie, pleine d'engouement. Et c'est vrai qu'au départ, j'étais vraiment dans cette notion, mais voilà, le TDC, la dyspraxie, c'est un trouble spécifique, ça veut dire que c'est un trouble primaire de la fonction motrice. Et donc, qui dit primaire, c'est-à-dire que le trouble, il est moteur, et pas expliqué par autre chose que moteur. Et puis très vite, je me suis retrouvée confrontée au fait que dans le TDC, justement, les hypothèses étiologiques, il y en a plusieurs, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez, les principales sont un déficit du modèle interne, que je vous ai en partie présenté aujourd'hui, un déficit des fonctions exécutives, que je vous ai présenté et que j'ai discuté aujourd'hui, un déficit des fonctions perceptives et notamment des fonctions aussi visio-spatiales, qui est toute une autre question, mais qui pourrait être abordée exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le trouble est visio-spatial, Oriane Costini nous avait prévenu qu'elle pouvait éventuellement avoir des petits problèmes de connexion. Écoutez, je vous propose de bien vouloir patienter 1 minute. En général, si le problème n'est pas résolu dans la minute, c'est qu'il ne sera pas résolu dans les 10 prochaines minutes. Et on pourra peut-être poser une dernière question à Oriane Costini. Ça y est, Oriane est revenue. Voilà. Oriane, vous nous entendez? Pas tout de suite, elle va arriver. En attendant, tu peux donner le titre du prochain 30 minutes avec le temps qu'elle arrive, s'il te plaît, Antoine. Merci. Très bonne idée. Notre prochain rendez-vous en 30 minutes avec, ce sera le 15 décembre. Et le 15 décembre, nous aurons la chance et le plaisir d'avoir comme orateur le professeur Bruno Falissard, qui est polytechnicien, psychiatre, professeur de santé publique à l'Université Paris-Sud, et qui abordera la question du genre et de son intérêt dans la recherche en sciences cognitives et dans la pratique clinique. Donc voilà, je pense que c'est une thématique qui intéressera beaucoup parmi nous. Et nous communiquerons bien sûr sur cette prochaine intervention, et c'est pourquoi je vous invite à suivre nos réseaux sociaux sur LinkedIn et Facebook pour avoir les dernières informations. Il y a un autre prochain gros rendez-vous, d'ailleurs, j'en dis pas plus, ça fait un petit peu de teasing pour le mois de janvier. Oriane, vous nous dites que vous êtes là. Catherine, est-ce que tu peux vérifier si... Oui, Voilà. je vois qu'elle est là, mais elle n'est pas, elle n'a. Oriane, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez demander la main, essayer de brancher votre micro et votre vidéo, s'il vous plaît? Ça y est, elle a levé la main. Tu peux la prendre, Catherine. En attendant, Oriane, vous nous entendez? Je crois qu'il faut que vous activiez votre micro et votre caméra. j'entends, c'est bon. Voilà. Vous nous aviez prévenu et j'ai rassuré tout le monde sur le fait que ça pouvait arriver. En fait, je pense que j'ai juste perdu la main parce que j'ai été là tout le long. Ok, d'accord. Voilà. Du coup, j'ai été coupée au milieu, mais en gros, les hypothèses étiologiques, je les avais juste résumées. C'était fonction exé, troubles perceptifs et notamment visio-spatial, troubles du modèle interne et notamment du contrôle prédictif, et troubles au niveau de la mémoire procédurale. Ce sont les 4 grandes hypothèses qui sont à discuter et qui, pour certaines, impliquent des systèmes moteurs et puis d'autres qui ne sont pas vraiment restreintes au système moteur et que de facto, du coup, qui posent la question du diagnostic version primaire et secondaire. Allez, une dernière question, puisque vous êtes revenu. Oui. Est-ce que les causes affectives ou environnementales, familiales, peuvent être également explicatives dans les troubles développementaux des coordinations? Alors, c'est un facteur qui est très important, puisque de toute façon, là, pour le coup, c'est un facteur qui figure dans les critères diagnostiques, puisque le DSM vous demande bien de vous assurer que le trouble moteur ne peut pas être expliqué par une carence, entre guillemets, éducative, puisqu'il vous demande que l'enfant ait bien été et s'est stimulé. C'est-à-dire que s'il n'a pas eu l'opportunité de développer sa motricité, du coup, ça ne rentre pas en compte dans le TDC. Donc oui, clairement, c'est un facteur qui doit être mis en jeu. Ok, super.
Alors, une dernière question peut-être de Sarah, si on a encore quelques minutes, qui dépasse le cadre du TDC, qui nous demande est-ce qu'on a des conseils sur l'évaluation des personnes avec multidys? Alors, vous m'avez dit, est-ce que des conseils sur l'évaluation des personnes avec multidys? Ben oui, du coup, parce que le multidys, pour moi, c'est comme les comorbidités, ça me titille, ça me démange et ça me donne envie de chercher un petit peu à hiérarchiser les troubles, de fait. Donc, mon conseil, c'est qu'effectivement, alors, dans ma pratique biaisée de CERTA, quand il y a multidyslexia, il y a souvent une implication exécutive. C'est vrai que du coup, je vais chercher le chef d'orchestre pour vérifier si l'intégrité du chef d'orchestre est respectée, puisque si ce n'est pas le cas, souvent, ça produit des tableaux multiples. Parce que comme on l'a dit, les fonctions exécutives sont transversales. Donc si elles sont altérées, bah, ça vient un peu se répercuter en cascade sur toutes les fonctions qui sont en dessous. Et donc, ça peut produire des types de, ce qu'on va appeler des multidys aujourd'hui. Voilà. J'essaie de répondre clair et court, mais Non, c'est parfait, merci. Bah, du coup, on a encore le temps pour une dernière question d'Hugo. Le TDC s'explique de plus en plus par un déficit des modèles et représentations internes soutenant, entre autres, le contrôle moteur prédictif. Pour le développement des fonctions exécutives, les modèles internes supportent-ils les fonctions ou est-ce que ce sont les fonctions exécutives qui construisent les modèles? alors, en fait, j'ai essayé d'aborder cette question, mais c'était difficile en 30 minutes avec mes diapositives, au sens où, en fait, il y a une hypothèse de substrat commun, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs, mais alors là, ça manque de développement pour moi, qui vous disaient, en fait, peut-être qu'il y a un trouble du contrôle prédictif de l'action au sens général, et que du coup, c'est de l'action cognitive et de l'action motrice. Donc là, on aurait encore quelque chose de plus général et de plus transversal qui viendrait sous-tendre un peu tout ça, mais à opérationnaliser, voilà, ça reste une voie de développement de recherche à mon sens. Et après, ce que je vous disais, c'est que moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que pour le contrôle prédictif et le modèle interne, les études qui ont été menées justement sur les paradigmes de double step reaching ou de contrôle online, vous proposent cette hypothèse un peu alternative qui est que les systèmes exécutifs et les systèmes moteurs sont des systèmes qui évoluent en parallèle, mais aussi ensemble, puisque le développement prévoit que le système exécutif vienne moduler à un moment donné l'expression et le développement du système moteur. Et ce couplage, qui se fait aussi au niveau neuroanatomique, se fait avec le développement. Et justement, l'idée dans le TDC, c'est que peut-être qu'en fait, ce couplage se ferait, mais avec délai. Ce qui ferait que la qualité de la modulation exécutive, c'est-à-dire qu'en gros, justement, quand des tâches motrices impliquent des compétences exécutives comme l'inhibition, on va dire, cette action des fonctions exécutives pour moduler un peu la motricité, ne peut ne pas être pleinement efficace jusqu'à 10-12 ans, juste le temps que la maturation permette finalement à ces enfants avec TDC d'avoir un couplage qui serait opérationnel et qui permettrait une bonne interaction de ces deux fonctions-là. Voilà. Donc en fait, c'est ces deux fonctions qui existent indépendamment, mais qui malgré tout doivent être couplées à certains moments pour pouvoir avoir un système moteur qui est efficace, efficient et flexible. Merci beaucoup, Oriane Cossini, pour votre intervention. Elle était vraiment riche au sens premier du terme, sur le plan clinique et sur le plan théorique. On a été ravis de vous accueillir. Donc, je rappelle à tout le monde que notre prochain rendez-vous, ce sera Bruno Falissard, le professeur Bruno Falissard. Peut-être en mot de conclusion, on pourrait dire que les fonctions exécutives, c'est un peu un pilote dans l'avion des troubles du neurodéveloppement de manière générale. C'est ça, tout à fait. Super. Bonne soirée à vous. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et bonne soirée à tout le monde. Merci.